Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette rencontre Arsena et SACD. Je suis Elisa Fourniret, je suis responsable de la maison des auteurs de la SACD que vous connaissez peut-être. C'est 600 mètres carrés d'espace de création qui sont dédiés aux auteurs membres de la SACD. On met à disposition des espaces pour eux à tous les stades d'avancement de leur projet, de l'écriture à la diffusion, en passant par le tournage et même le montage, grâce au studio qu'on a ouvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, du fait de la situation sanitaire et des dernières directives gouvernementales, évidemment, ces espaces sont momentanément fermés, d'où la virtualité de cette réunion. Mais tous ces espaces réouvriront dès que la situation sera calmée. Alors, avant tout, évidemment, remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette rencontre et qui ont tenu bon, parce que cette discussion était programmée en mars. Elle a été reportée 2 fois du fait du contexte. Donc, merci à eux d'être là aujourd'hui. Et puis, aussi, évidemment, remercier notre partenaire, l'équipe d'Arsena, et notamment Dorothée, avec qui j'organise ces rencontres professionnelles dans la bonne humeur depuis de longues années maintenant. La rencontre d'aujourd'hui, elle est intitulée « Témoigner de soi » et elle va être animée par Gwenola David, qui est directrice générale d'Arsena. Il s'agit aujourd'hui d'essayer de montrer comment, en partant de l'intime, les artistes créent une forme partageable et universelle. C'est la question qui sera posée aujourd'hui. Cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui est consacré au témoignage, qui est intitulé « Le témoignage en question ». Il y aura 2 autres volets dont les dates ne sont pas encore précisément fixées. La seconde sera intitulée « Collecter des paroles intimes » ou comment les artistes collectent des matériaux intimes et les restituent, à la fois aux témoins et au public. Et puis la troisième, ce sera témoigner de l'histoire, ou comment les artistes vont puiser dans les témoignages historiques et quel est le statut du témoin en histoire. Voilà, je laisse la parole à Gwenola et je vous souhaite un très riche moment d'échange. À bientôt, bonne rencontre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de retrouver à la fois les intervenants pour cette première rencontre du cycle témoignage en question que nous avons donc imaginé avec la SACD. On est très heureux parce que pour Arsena, Centre national des arts du siècle, de la rue et du théâtre, eh bien, c'est important de contribuer au débat d'idées, de nourrir la réflexion et ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas justement profiter pour agiter des idées, pour réfléchir, pour échanger ensemble. Donc, nous allons consacrer cette première rencontre sur le témoignage en question à la question de l'intime. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un petit peu sur le choix de ce cycle, hein, de cette thématique. C'est venu parce qu'en fait, nous observons depuis de nombreuses années maintenant que le témoignage s'exprime beaucoup sur les plateaux de théâtre, qui constitue même une façon d'arrimer l'espace de la fiction au réel, pour être peut-être plus en prise avec ce que nous vivons. Et on se disait que c'était un peu comme si, après l'effritement des utopies collectives, après l'introspection du théâtre sur lui-même, eh bien, le témoignage répondait à ce souci du réel qui, depuis toujours, hante le théâtre, il faut bien le dire, qui voilà, veut penser la scène du monde. Donc, on a voulu mieux comprendre ce phénomène et donc passer le témoignage à la question, à la fois dans sa spécificité, mais aussi dans la diversité de ses formes et de ses usages. En réfléchissant, on a identifié très schématiquement, évidemment, 2 grands types de témoignages qui souvent se combinent d'ailleurs. Il y en a un qui pourrait être dit politique, et historiquement, il est très chargé notamment de l'histoire de la Shoah et des massacres de populations qui ont caractérisé les totalitarismes du XXe siècle. Et puis, il y a un autre témoignage que l'on pourrait caractériser d'intime, et c'est celui-là donc que nous allons explorer aujourd'hui, essayer de comprendre en quoi il dévoile l'intime de son auteur et en quoi il touche l'intime de spectateurs et il revêt une dimension d'universel.
Évoquer la question de l'intime aujourd'hui, qu'il y a les réseaux sociaux qui ont été extrêmement actifs ces derniers temps, c'est aussi une façon de se demander quelles sont les lisières de l'intime et de cette sphère privée, de cette sphère publique. À un moment où on a l'impression que le territoire de l'intime se réduit et se déplace de plus en plus dans un mouvement presque irrépressible vers la sphère publique. Voilà, donc les artistes, eux, qu'est-ce qu'ils en font de cet intime, puisqu'ils ne le mettent pas en étalage sur Facebook? Comment est-ce qu'ils en créent une forme partageable, universelle? C'est ce que nous allons essayer d'analyser au cours de cette discussion qui nous permettra aussi certainement de mieux comprendre les processus de création qui sont au cœur de la démarche des artistes. Et d'ailleurs, je vais vous les présenter sans plus tarder. Donc, on ne va pas faire un tour de table, mais plutôt un tour d'écran et commencer comme il se doit par l'ordre alphabétique, qui met toujours tout le monde d'accord. On va commencer donc par Morgane Audouin. Vous êtes autrice et interprète. Vous avez d'abord travaillé comme comédienne et puis vous avez suivi le cursus de la FEAR, c'est-à-dire la formation supérieure d'art en espace public. Donc, vous êtes sortie en 2019 avec l'ébauche d'un spectacle, un spectacle qui s'intitule Nena et qui est le récit intime dans l'espace public, qui prend comme point de départ une histoire, votre histoire familiale, une histoire qui s'est construite entre l'Algérie et la France. Et ce projet, Nena, est lauréat du dispositif Auteur d'espace de la SACD. J'enchaîne avec Mathias Claes, donc auteur et metteur en scène, co-directeur artistique de la compagnie MKCD. Depuis 2010, en quelques mots, vous avez créé plus de 10 pièces de théâtre, mis en scène 9 spectacles et formes courtes. Et puis, vous avez aussi, au passage, écrit 3 romans et 2 nouvelles. Pour ça, je disais que j'allais passer un peu vite parce que ça fait quand même un sacré nombre de titres à votre actif. Et puis, vous êtes lauréat de l'aide nationale à la création dramatique d'Arsena en 2018 pour la pièce Parking, qui est en cours de production, qui devait être créée en juin dernier et qui, comme beaucoup de productions, s'est vu reportée d'une année. Olivier Mérou, vous êtes auteur, réalisateur, metteur en scène, vous venez du cinéma. Vous avez été formé à la FEMIS, vous avez ensuite étudié à New York dans le cadre de la Villa Médicis hors les murs et vous avez réalisé plusieurs documentaires qui ont fait date, notamment Au-delà de la haine, qui est couronné par un Teddy Award à la Berlinale de 2007. Et puis vous avez eu d'autres documentaires sélectionnés dans le cadre de cette prestigieuse Berlinale. Et vous passez au plateau au tournant des années 2010, notamment avec plusieurs pièces conçues en collaboration avec Mathias Pilet et Stéphane Ricordel. Catherine Nogrette, vous êtes professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle au sein de l'Institut d'études théâtrales où vous dirigez le master théâtre de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également professeur à l'Université catholique de Louvain et vous avez publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles. Depuis 2010, vous êtes également rédactrice en chef de la revue Registre pour les presses de la Sorbonne Nouvelle et membre du comité de rédaction de la revue Études théâtrales à l'Université catholique de Louvain. Et on va finir notre tour d'écran avec Élise Noireau, autrice, metteuse en scène et interprète. Pour refaire brièvement votre parcours, vous avez d'abord suivi les ateliers du Suden et également l'université. Alors peut-être que vous avez croisé Catherine Nogrette puisque vous étiez en master de recherche études théâtrales à Paris 3 où enseigne Catherine Nogrette. Et vous avez également un master professionnel de mise en scène et dramaturgie, Paris 10, donc un solide cursus comme on dit. Et vous avez donc commencé comme comédienne et puis vous êtes passée de l'autre côté, autrice, metteuse en scène, directrice artistique de la compagnie 28 qui est implantée à Aubervilliers et vous avez joué la trilogie écrite sur Élise qui n'est autre que vous-même. Vos textes sont publiés chez Actes Sud papier et ils ont d'ailleurs inauguré une nouvelle collection intitulée Au singulier qui est consacrée aux monologues et autres récits. Voilà pour les présentations. Donc, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet.
Je disais tout à l'heure que l'intime ne faisait pas irruption sur les scènes de théâtre, hein, puisque ça fait bien longtemps qu'il s'y est glissé. À l'aube du XXe siècle, pour revenir un petit peu en arrière, Strindberg discernait un espace nouveau pour la forme dramatique et le baptisait le théâtre intime. Cet auteur a beaucoup exploré ce qu'il a appelé la dramaturgie de la subjectivité, qui met sous tension l'intime et l'universel, ou autrement dit, avec d'autres mots, le moi et le monde, dans la vie intérieure des personnages. Et je voulais, Catherine Nogret, vous demander de remettre en perspective notre discussion. Et est-ce que vous pourriez, alors évidemment à grands traits, il va falloir enjamber l'histoire très rapidement, mais nous rappeler ce qu'est ce théâtre du moi et quelles sont les formes qu'il revêt aujourd'hui. Merci Gwenola, et merci de cette invitation d'ailleurs à participer à cette table ronde, donc sur un thème sur lequel je travaille depuis longtemps, peut-être un peu moins récemment, mais c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps. Et nous avions organisé, Jean-Pierre Sarrazac, Georges Bagneux et moi-même, un colloque à Louvain-la-Neuve, à Paris 3 et Louvain-la-Neuve, qui s'appelait en 2011 le geste de témoigner, un dispositif pour le théâtre, qui a interrogé justement le témoignage en action, dans le geste de témoigner, et la façon dont ce geste de témoigner engendrait la mise en dispositif du théâtre, c'est-à-dire était générateur de formes différentes, soit pour l'écriture, soit pour la représentation. Alors, comme vous l'avez dit au début, en fait, il y a deux volets. Hein, bon, je fais vraiment quelque chose de très général et sur une question extrêmement complexe. D'autant que ici, je pense sur cette expression témoigner de soi, il y a deux notions elles-mêmes extrêmement complexes qui se croisent, c'est-à-dire la notion de témoignage au théâtre et la notion de soi, du moi, c'est-à-dire de l'intime, effectivement. Hein. Donc j'en parlerai justement au moment où ces deux notions se croisent, parce qu'il y a bien évidemment, comme vous l'avez dit d'ailleurs au départ, une forme de témoignage qui ne croise pas la problématique de l'intime, et il y a une forme de théâtre intime qui, d'une certaine façon, parce qu'on peut considérer que tout est témoignage, mais qui ne se revendique pas comme témoignage, tout au moins. Et donc, vous annoncez un ou deux autres volets, effectivement. Bon, il y a deux grands volets hein, du témoignage au théâtre. Vous en avez parlé au début, ce témoignage de l'intime, ce témoignage de soi, et le témoignage politique, si l'on peut dire, le témoignage qui fait référence plus directement à l'histoire ou aux événements et au réel. Ce qui n'empêche pas que très souvent les deux se croisent, se combinent, et que d'une certaine façon, pour nous toucher, il faut qu'il y ait de l'un et de l'autre, je pense, pour que le spectateur se sente lui aussi le témoin de quelque chose et qu'il se sente impliqué dans le témoignage auquel il assiste. Donc, on a une des deux fonctionnalités, si l'on peut dire, du témoignage dans cette question qui met en jeu l'exploration de l'intimité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime, de plus intérieur à l'intérieur de nous-mêmes. Et il me semble que pour définir justement ce passage au témoignage de l'intime et ce statut de témoignage, alors témoignage, on peut gloser très très longtemps sur la définition du témoin, du témoignage, etc. Je ne rentrerai pas dans toute cette problématique. Mais il me semble que, sauf à considérer, comme je le disais tout à l'heure, que tout témoigne au théâtre, hein, que le spectateur est
de toute façon témoins de ce qui se passe sur scène et que d'une certaine façon, ce qui se passe sur scène témoigne d'une autre réalité, hein, qu'elle soit référentielle ou non, mimétique ou non, sauf à considérer ce qui est au fond, ce qui fait partie au fond de l'essence du théâtre, que tout témoigne au théâtre, il y a quand même un geste justement de témoignage qui, à mon sens, se distingue par le fait qu'il crée une rupture dans la représentation, qu'il crée une rupture dans l'ordre de la représentation théâtrale et qu'il se revendique comme tel, comme un geste disruptif qui demande un statut, une forme, une prise de parole et une écoute, une réception différente, hein, qui ne se place pas sur le même plan que le reste de la représentation théâtrale, ce qui ne recoupe pas la problématique dont vous parliez tout à l'heure entre vrai et fiction, d'ailleurs, qui est une problématique aussi extrêmement compliquée. Donc, il faut qu'il y ait rupture et qu'il y ait l'insertion à l'intérieur de la représentation théâtrale d'une réalité qui lui est exogène, qui lui est qui n'est pas de la même nature. Et donc, s'il y a absorption, si le maintien de cette différence n'est pas tenu par la représentation, je pense qu'alors on a dilution et perte d'une des valeurs du témoignage qui est la valeur d'authenticité, presque documentaire, qui est liée au témoignage. Et d'ailleurs, toutes les problématiques du théâtre de témoignage depuis, je dirais surtout le début du XXIe siècle, l'explosion du théâtre de témoignage, même si on peut le faire remonter un peu avant, et du théâtre documentaire est lié pour bonne partie au 11 septembre 2001. Donc, on a une inflation aujourd'hui de ce type de témoignage, et donc il y a un poids de réalité, hein, une sorte d'intrusion du réel dans la fiction, ou tout au moins dans un espace fictionnel qui est toujours celui du théâtre, qui fait que si on le perd, on perd justement l'une des valeurs du témoignage. Même si ce témoignage me concerne mon intimité, concerne donc le plus profond d'une personne, hein, il doit y avoir justement revendication d'un statut de témoignage et peut-être, alors là, il faudrait aller voir du côté de tout ce qui est en littérature autobiographie, autofiction, etc. Il y a une sorte de pacte autobiographique qui est passé avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il y a affirmation d'un certain statut d'authenticité sur scène et acceptation. Il y a une sorte de confiance, de chaîne de confiance, on pourrait dire, et d'identité, hein, entre l'auteur, le personnage, le récepteur, c'est-à-dire le spectateur, qui fonde ce pacte, et chaîne d'ailleurs qui est un peu, qui est floutée lorsqu'il s'agit d'autofiction. Justement, ce serait une des définitions d'ailleurs de l'autofiction par rapport à l'autobiographie. Et donc, il y a un rapport entre valeurs factuelles et valeurs fictives qui revendiquent le factuel, même si c'est un factuel intime et un factuel d'ordre complètement subjectif, hein, dans l'ordre du témoignage, il y a une revendication qui est nécessaire pour qu'on ait ce statut de témoignage. Hein. Alors ce témoignage, comme vous l'avez dit, il remonte à l'Antiquité. On peut citer les Troyennes de Sénèque, le vieillard qui demande à Andromaque, qu'as-tu vu? Parle devant nous. Hein. Donc il y a toujours cette convocation du témoin qui remonte à très loin, de même que, je dirais, le déballage de l'intime est quelque chose qui se fait aussi depuis l'aube des temps, et on pourrait citer les confidences de Phèdre à Œnone, etc., etc. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans un statut de témoignage. Hein, donc c'est ce croisement des deux qui est, je crois, particulièrement intéressant, hein, et qui fait que même si on peut tracer
des généalogies depuis la naissance du théâtre occidental, il y a quand même des époques et des moments, notamment liés d'une part à la naissance du théâtre moderne et contemporain, à fin du 19e, début 20e. Vous avez cité Strindberg. Oui, Strindberg ouvre un espace pour l'intimité du théâtre et je vous renvoie au livre de Jean-Pierre Sarrazac qui s'intitule Théâtres intimes, où il montre bien, et tout ce qu'il a écrit sur Strindberg, que Strindberg, en créant justement un théâtre qui s'appelle Théâtre intime, une scène de l'intime en 1907, ouvre cet espace à la parole théâtrale. Bon. Mais il y a aussi justement cette combinaison plus récente du témoignage personnel, du témoignage de mon expérience, croisée avec l'horreur de l'histoire, alors qui remonte pour une part à Auschwitz et qui a été réactivée, bien sûr, avec les événements terroristes, notamment du début du XXIe siècle. Donc, à travers ces dramaturgies de l'intime, on a quelque chose qui est tout à fait complexe et qui engendre des formes complexes. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le monologue est quelque chose, la prise de parole à la première personne est quelque chose d'indispensable au témoignage et au témoignage de l'intime, mais pas forcément. Il peut y avoir des témoignages sous forme tout à fait anonyme, tout à fait fragmentaire, des paroles sous forme de voix, une choralité des voix qui éclaire l'intimité de ceux qui parlent sans qu'on ait pour autant une revendication de la première personne ou une identification et une attribution de ces paroles. Je pense que du point de vue des dispositifs, justement, pour entendre, pour mettre en jeu le geste de témoigner, et y compris de l'intime, mais je pense que les artistes qui sont ici rassemblés en parleront mieux que moi, il y a justement une possibilité de création de formes, formelles, qui va bien au-delà, bien sûr, que la forme antique du monologue ou du soliloque. Merci beaucoup. Voilà, alors je voulais juste terminer sur cette question qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, qui est le croisement de l'intime et du politique. Un politique qui passe soit par le plus quotidien, soit par le plus exceptionnel, le plus spectaculaire d'une certaine façon. Je vous donnerai juste 3 exemples qui sont canoniques, qui sont devenus un peu canoniques, mais qui sont particulièrement intéressants. Donc, autour du 11 septembre 2001, dont j'ai parlé, on connaît l'oratorio, si je puis dire, de Winawer. Winawer qui pratique le témoignage de façon récurrente, faux, vrai, fictif, pas fictif. Donc, Winawer qui juxtapose justement des bribes d'expériences vécues, des bribes de témoignages qui composent une mosaïque, restituant finalement la façon dont l'événement a été diffracté à travers une multiplicité d'expériences intimes. Et de l'autre côté, d'ailleurs, autour de ce même 11 septembre, vous avez une pièce, un immense monologue d'Israël Horowitz qui s'appelle « 3 semaines après le paradis » et qui est complètement à la première personne et qui raconte comment il a vécu, lui, dans son intimité la plus grande, les premiers moments du 11 septembre. Et puis, vous avez, pour terminer, ces 55 minutes de témoignage en direct de Yolande Mukagazana qui ouvre Rwanda 94, et où on a justement, à travers le témoignage subjectif de l'expérience vécue, ce long témoignage d'une femme qui aurait dû mourir et qui a été la seule rescapée des siens lors du génocide de 94 et qui raconte 3 semaines de sa vie en avril 94 en direct devant le public. Et je terminerai donc par cette question qu'on va aborder, bien sûr, c'est-à-dire
les faits, pourquoi faire ce témoignage, témoigner de l'intime ou témoigner du politique, pourquoi faire, pour quelle réception, pour quel effet sur le public, quelle participation sur le public. Est-ce qu'il s'agit, comme le dit Rwanda, le titre de Rwanda 94, d'une réparation symbolique à l'usage envers les morts et à l'usage des vivants? Est-ce qu'il s'agit d'un effet cathartique? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la catharsis, de produire une espèce de catharsis, soit pour les spectateurs, soit pour soi-même, une espèce d'auto-catharsis, comme il y a une auto-fiction. Donc là, la question aussi est ouverte et complexe. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Nogrette, pour avoir su peindre cette toile de fond, évidemment à grands traits, mais on en voit bien les contours et les couleurs. Vous avez évoqué beaucoup de notions dont nous allons parler avec les artistes qui sont autour de cet écran, parce que maintenant, on va aussi découvrir comment eux ont appréhendé de façon, je dirais, peut-être plus intuitive ces différentes questions. Je dirais, ce tour d'horizon à la fois conceptuel et historique nous permet de cerner les questions qui sont en jeu, à la fois sur à quoi ça sert. Et finalement, je crois que c'est une question que chacun d'entre vous se pose à travers ces questions et la façon dont ce petit monde que chacun a en soi rejoint le grand monde dans lequel on vit. Donc, il y a quelque chose de cette jonction qui me semble être évidemment un point commun aux démarches, aussi différentes soient-elles, des artistes qui sont aujourd'hui réunis. Vous parliez tout à l'heure d'autofiction et je voudrais demander à Élise Noireau, donc, qui a signé une trilogie autour de cette petite fille qui s'appelle Élise. Donc, cette trilogie commence avec La banane américaine. Élise a 9 ans. Elle se poursuit avec Pour que tu m'aimes encore, où Élise a 13 ans et demi. Et le troisième volet, c'est Le chant des possibles. Élise a 19 ans. Vous parlez justement d'une autofiction. Et qu'est-ce qui vous a amené à entamer ce projet d'autofiction et à porter Élise en scène? Élise Noireau. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors effectivement, cette trilogie, donc Élise, donc, est composée de 3 spectacles, comme tu le disais, Gwenola. Elle a commencé en 2011, donc ça fait quasiment 10 ans. C'est donc 3 textes que j'ai écrits, que j'interprète seule en scène, dans une relative simplicité de moyens. C'est vraiment des spectacles qui se jouent sur un plateau nu, où quasiment où je suis habillée en noir et où j'interprète l'ensemble des personnages. C'est un travail d'écriture que j'ai mené à partir de mes propres souvenirs et à partir de mes propres sensations d'enfance, puis d'adolescence, puis de toute jeune femme, puisque dans le dernier volet, Élise a 19 ans. Le terme d'autofiction, c'est un terme que j'ai vraiment soigneusement choisi et pesé et mûri, puisque quand j'ai commencé à travailler ces spectacles-là, et au moment de la création du premier, j'ai justement, en parallèle de la création de ce premier spectacle, choisi de mener un mémoire de recherche donc à Paris 3, justement sur cette question-là, sur la question du traitement de la parole familiale sur la scène du théâtre et des liens entre traitement de l'intime et ouverture vers l'universel, on va dire. Puisque je m'interrogeais beaucoup en fait sur cette démarche-là, de qu'est-ce que c'est parler de soi sur la scène du théâtre, qui l'a fait avant, pourquoi, comment la recherche théâtrale en parle aussi. Et finalement, en menant ce travail de recherche-là, je me suis rendu compte que c'était des questions en tout cas à l'endroit de l'intime et de la définition du geste qui n'étaient pas énormément définies. Alors c'était il y a 10 ans, je pense que maintenant il y a eu un peu d'autres textes là-dessus, mais à l'époque j'ai dû aller chercher justement un peu, comme disait Catherine, du côté de la littérature, pour savoir de quoi on parlait en fait. Et effectivement, du côté de la littérature, il y a Philippe Lejeune qui a défini qu'est-ce que c'est l'autobiographie, avec évidemment cette dimension de pacte, et donc de pacte de vérité. Et donc, en filant ça sur le théâtre, est-ce que faire une autobiographie sur scène, ça voulait dire introduire une idée de pacte avec le spectateur et s'engager à dire la vérité, si tant est que la vérité existe, puisqu'elle est éminemment subjective.
Le terme d'autofiction qui a été défini lui par Serge Loubrowski un peu après me convenait beaucoup plus parce qu'en fait le terme d'autofiction c'est un terme qui permet pour moi comment on va dire, de la souplesse, mais surtout le droit à l'imaginaire, le droit à la réécriture. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on va pour moi dans l'autofiction, ça veut dire qu'on s'allège de toute obligation de vérité. Et que pour moi, on s'allège aussi de cette illusion qui est qu'on peut donner lieu à une vérité de soi. Enfin, pour moi, quand on parle de soi au théâtre, c'est comme quand on produit un récit de soi dans le cadre d'une analyse, par exemple, à partir du moment où on fait récit, la vérité, elle est restituée à partir de l'endroit subjectif et de l'individu. Et je trouvais que c'était plus honnête et plus libérateur d'utiliser ce terme d'autofiction. Donc, moi, je dis que mes spectacles, c'est de l'autofiction théâtrale et que tout est vrai, tout est faux. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'intéresse, et c'est une question qui intrigue toujours beaucoup les spectateurs qui me demandent souvent, mais alors c'est vrai, est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que les personnages sont vrais, est-ce que le personnage de la mère, c'est vraiment ta mère, est-ce que c'est ça qui s'est passé exactement? Et en fait, tout est vrai, tout est faux, dans le sens où je ne m'encombre pas de savoir si tout ce que je retranscris sur scène, ça a vraiment eu lieu comme tel. Par contre, ce qui m'intéresse dans mes spectacles, c'est de travailler une sensation dans sa vérité, c'est-à-dire quoi la sensation d'être un enfant de 9 ans, d'être un adolescent ou une adolescente de 13 ans et demi, et puis d'être un jeune homme ou une jeune femme qui va rentrer dans l'âge adulte. Et c'est à cet endroit-là, pour moi, de traquer cette espèce de sensation de réel, plus que de réel stricto sensu, que pour moi, on peut peut-être arriver à travers des œuvres qui parlent de soi, à rencontrer les autres, en fait. Et du coup, à mettre en place cette bascule qui est de l'intime à l'universel. Parce que en fait, pour moi, le geste de parler de soi sur scène, c'est pas un geste qui est très intéressant en soi. Enfin, pour moi, en tout cas, je parle pour moi-même. Je trouve qu'en soi, c'est un geste qui peut éventuellement être pauvre, en fait. C'est-à-dire que s'il n'est pas soutenu par une volonté de faire collectif, en fait, et qu'à un endroit, l'intime de soi puisse rejoindre l'intime des autres, je pense que c'est un geste qui a un endroit nul, voire même qui peut relever de la thérapie sur scène, ce qui peut être éminemment gênant pour tout le monde. Moi, quand je vois des spectacles qui traitent de l'intime où je sens que la distance n'est pas ajustée, je suis toujours très très mal à l'aise. C'est-à-dire, moi, voir des artistes qui font leur thérapie sur scène, vraiment, c'est même pas que ça, oui, ça m'intéresse pas, mais ça me gêne aussi, quoi. J'ai l'impression d'être captive en tant que spectatrice. Et du coup, je trouve que c'est très important que les spectateurs soient invités, qu'à travers le traitement de l'intime se dégage le commun de l'humanité. Et bon, moi, j'ai eu besoin de retourner à la fac pour faire un travail de recherche qui a duré 2 ans sous la direction de Joseph Danan sur ces questions-là, parce que justement, j'étais très soucieuse de savoir si ce geste-là, il avait une valeur, en fait, quoi. Et je pense que vraiment, pour moi, c'est une question centrale. C'est la question centrale, en fait. Et je suis toujours très soulagée quand en sortant de scène, les spectateurs me disent vous avez raconté mon adolescence ou mon enfance, même s'ils sont très éloignés de moi en termes d'âge, de sexe, de sociologie, de plein de choses. Je me dis bon, ok, ça va. On reviendra sur les enjeux de la forme et ce travail de la distance que vous introduisez, vous, à votre façon. Morgane Audouin, vous partez aussi d'une histoire familiale qui est la vôtre. Dans ce spectacle, Néna, pardon. Ça veut dire grand-mère en arabe algérien, je crois. C'est une histoire donc, qui se construit entre l'Algérie et la France, qui se construit aussi avec votre propre vécu, mais aussi avec les témoignages que vous avez pu avoir de vos parents, de votre grand-mère. Qu'est-ce qui vous a amené à en parler, à vouloir en parler? J'ai vu l'ébauche de ce spectacle à la sortie de la FEAR, donc il a grandi depuis. Donc vous avez ce projet depuis de nombreuses années. Donc racontez-nous un peu la genèse. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et ben, la genèse de cette création, c'est que j'avais vraiment depuis de nombreuses années envie de m'exprimer sur cette histoire familiale donc, qui s'est construite entre l'Algérie et la France. Voilà, ma famille a dû s'exiler en 1962 parce que mon grand-père était harki, donc c'était engagé avec l'armée française et donc en 62 il fallait fuir.
Ça a été assez évident que mon Algérie en France, c'était ma grand-mère. Voilà, c'était elle dans sa cuisine. C'était ça, mon Algérie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce point de départ qui est elle dans sa cuisine, qui fabrique des msemen, c'est des galettes à base de semoule extra fine, assez traditionnelle. Et donc, j'ai cherché à trouver l'entrée voilà, de cette histoire que j'avais envie de raconter dans ce lien que j'ai avec ma grand-mère. Donc, cette entrée de la cuisine de moi, petite fille, qui est là et qui assiste à ça et qui ne retrouve ce goût nulle part ailleurs que chez ma grand-mère. Donc, voilà ce point de départ de ce lien intime avec elle qui, après, me permet d'ouvrir vers différents comment dire, événements marquants, dont l'exil de ma famille d'Algérie en 1962. Voilà, et l'idée, c'est vraiment que c'est moi qui parle. Voilà, je suis moi, Morgane Audouin, sur scène, un peu à l'image, je dirais, de ce qui pourrait se rapprocher du travail du conteur, où le conteur est une sorte de moi plus, quoi. Donc c'est moi, mais je m'autorise quand même un peu de fantaisie et de distance, comme va t'en parler tout à l'heure Élise, avec cette histoire. Et voilà, ce point de départ, c'était aussi l'idée de faire traverser avec moi le public dans l'espace public. Donc il y a une idée de mouvement, il y a une petite déambulation dans une rue, c'est très très court, hein, c'est 50 mètres, mais j'avais à cœur de partager ma traversée intime physiquement avec le public dans une rue et de voir ce que ça nous fait ensemble de traverser ça. Voilà. Et puis de sentir cette entre-deux, parce que, bon, on en reparlera hein, tout à l'heure à travers la déambulation, mais si vous partez de ce point de départ qui vous est très personnel, ce spectacle soulève beaucoup de questions sur les enjeux de l'identité, de la construction d'identité, c'est-à-dire comment on construit cette identité quand elle a été déracinée, donc comment on la reconstruit, ou quand on est petite fille de ces personnes juste déracinées en 62, comment est-ce qu'on trouve soi-même son ancrage dans une histoire, dans une filiation? Tout à fait, tout à fait. Oui, cette histoire du déracinement, de l'entre-deux que moi, en fait, je n'ai pas réellement vécu. Enfin, c'est-à-dire que je ne me sens pas en souffrance par rapport à ce déracinement, mais c'était comment traduire dans l'espace public ces questionnements, en fait, de m'interroger vraiment physiquement avec les gens de qu'est-ce que ça peut faire d'avoir vécu ce déracinement, et si on essayait ensemble, allez, dans l'espace, de se séparer en deux, de faire l'Algérie, la France, de rester au milieu, de voir ce que ça fait, et qu'est-ce qu'on ressent tous là dans ce moment éphémère de la représentation. Ouais. Avec un témoignage qui se fait doublement, puisqu'à la fois vous témoignez de votre histoire, et puis pour témoigner de votre histoire, vous avez amené à témoigner vos proches. Oui, tout à fait. C'est dans ce spectacle, donc tout ce que je dis sur cet exil, sur les éléments historiques, sur comment s'est passé cet arrachement, c'est simplement ce qu'on m'en a dit. Et donc, je cherche vraiment au présent à reconstruire là dans une rue. D'accord, si c'était le village d'Algérie, alors qu'est-ce que ce serait? Ce lampadaire, ce serait le figuier. J'imagine que c'est comme ça parce qu'on me l'a raconté. Enfin, d'essayer d'être dans une sincérité, même si c'est reproduit un nombre de fois autant qu'il y a de représentations, mais de réessayer de reconstruire à chaque fois cette histoire dans ces lieux qui sont très différents à chaque fois. Mathias Claes, vous avez une démarche qui est différente, puisque par exemple dans Parking, puisque c'est le dernier texte que vous êtes en train de monter, il y a un lien biographique très fort, mais qui est beaucoup moins visible, puisqu'il ne s'agit pas de témoigner directement ou de donner la parole, mais néanmoins, c'est un spectacle qui part de ce que vous avez vécu,
pour rapidement décrire, planter le décor, on va dire. Ça se passe dans la petite classe moyenne. Il est question d'un groupe de personnes qui travaillent dans un hypermarché. Il est question aussi d'un drame, entre guillemets, ordinaire qui va se produire. Et vous avez intitulé votre pièce « Sociologie fictionnelle en 3 actes », dont le premier d'ailleurs plonge en l'intimité d'une famille. Comment votre propre vie a-t-elle nourri l'écriture de cette pièce et comment est né le désir d'en faire théâtre? Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Alors, j'ai été surpris d'être invité sur le témoigner de soi, parce que c'est pas forcément exactement ce que je fais, mais je trouve ça fort intéressant de se poser la question de ce point de vue-là. Effectivement, dans le parking, j'avais envie de témoigner de quelque chose, mais c'était plutôt que de témoigner de mon histoire, c'était de témoigner d'une langue et d'une oralité particulière que je trouve peu représentée au théâtre, c'est-à-dire la manière dont on parle, notamment dans ma famille parce que je l'aime bien, mais aussi dans les familles que je connais qui sont, comme on peut dire, de petites classes moyennes ou des classes précaires et plutôt hors de Paris. C'est-à-dire d'utiliser cette langue-là pour faire parler les gens. Et ça aurait ouais, effectivement valeur de témoignage et de témoignage intime, parce que c'est très, très lié à ce que je retrouve quand je retourne chez moi, et d'un seul coup, comment ma façon de parler change quand je retourne chez moi, etc. Ouais, voilà ce qu'il y a. Après, proche de mon histoire personnelle, pas tant que ça, hein. Il n'y a personne qui s'est suicidé sur le parking d'un hypermarché dans ma famille, ni que je connaisse. Toutefois, ça, par exemple, ça naît de faits divers et de témoignages que j'ai lus d'autres personnes et que je réutilise pas en tant que tel, mais que j'utilise pour construire ma fiction. Est-ce que vous pourriez revenir sur le fait que, pardon, mais sur le fait que vous appelez ça donc justement une sociologie fictionnelle en 3 actes, où il y a effectivement une partie qui s'ancre dans une famille et puis ça bascule dans le monde du travail avec, on va dire, un élargissement du champ du témoignage. Et on est dans une jonction de l'intime et puis du témoignage qui a une résonance plus politique, plus directement politique. Pourquoi cette notion de sociologie fictionnelle? C'est parce que je me la pète un peu, mais sinon, à part ça, c'est parce que j'avais envie d'affirmer d'affirmer une parole située, en fait. Enfin, c'est un petit peu à l'inverse. Je dis sociologie alors que c'est pour dire que ma parole est située sur les choses et que j'ai une conscience sociologique. J'essaye d'avoir une conscience sociologique en écrivant ça, mais je ne fais pas œuvre de sociologie. Effectivement, tu le dis très bien, Gwenola, on part de l'intime pour essayer d'élargir les cercles et d'essayer de voir dans cette pièce-là comment est-ce que l'intime peut influer sur le politique et comment les choses deviennent de plus en plus politiques sans nécessairement qu'on le conscientise ou qu'on ait un discours dessus. Et toute la fiction, elle est construite sur des personnes qui sont tout le temps sur la tangente entre être témoin et être acteur ou actrice. D'une action, d'une réflexion, etc. Et que des fois, c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre, mais les deux se mêlent. Et comment de voir quelque chose, regarder quelque chose et pouvoir en parler, on devient une des personnes qui va pouvoir potentiellement agir dessus. Et comment on passe de ce statut de témoin à ce statut d'acteur ou d'actrice. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Et fictionnel parce que rien n'est vrai, quoi. Et peut-être rappeler, parce que tout le monde n'a pas lu la pièce, qu'effectivement, ça part de cette sphère familiale où il y a un des protagonistes qui travaille dans un hypermarché et que va se produire dans cet hypermarché un suicide et que ce suicide va être le point de départ d'une grève et de revendication. Donc, on a là cette progression vers le politique. Exactement, ouais, c'est très bien résumé. Et ça se termine sur une potentialité une grève générale potentielle, parce que autant rêver. Voilà un beau programme. Avec vous, Olivier Mérou, on est aussi dans une approche du témoigner de soi qui vient un petit peu de biais, puisque vous ne témoignez pas complètement de vous, mais que vous faites beaucoup témoigner les autres et que vous accompagnez ce témoignage de soi. Et c'est pour varier les points de vue que
on vous a invité à cette table ronde parce que ça nous permet aussi de regarder depuis de multiples angles cette question. Vous venez donc du documentaire, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette réalisation qui pour moi a été extrêmement marquante, hein, au-delà de la haine, où vous aviez suivi pendant plusieurs années les parents d'un jeune homme qui avait été lynché, tué par des skinheads parce qu'il était homosexuel, et vous les avez suivis tout au long de la préparation du procès, et on assistait donc à cette réflexion extrêmement intime qui croise aussi des questions très politiques, très sociétales sur la violence, sur la résilience, sur la responsabilité, etc. Et puis, donc, vous avez également réalisé d'autres documentaires qui, chaque fois, réussissent à saisir l'intimité, la personnalité, la singularité de ceux que vous approchez. Je pense par exemple à ce magnifique documentaire que vous avez réalisé sur Yves Saint-Laurent, qui, loin des paillettes et de l'amour, apparaît comme un créateur extrêmement, presque très angoissé même, un créateur à l'œuvre. Et puis donc, dans le domaine du spectacle vivant, vous avez poursuivi cette démarche documentaire avec notamment Tu, qui est un cirque autobiographique. Alors, c'est la biographie de Mathias Pilet, qui est un acrobate franco-chilien qui part de l'histoire de sa naissance, qui a été solitaire alors qu'il y avait une jumelle qui avait grandi avec lui dans le ventre de la mère. Et donc, c'est toute cette histoire que vous avez racontée dans un spectacle qui mêle le théâtre, le documentaire et l'acrobatie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche-là sur scène, et en quoi ça diffère, je dirais, du documentaire tel que vous avez pu le pratiquer? En quoi ça rejoint cette démarche documentaire aussi? Les micros. Du documentaire, je ne sais pas utiliser un micro, c'est pas bon signe. Mais en fait, je réalisais un film sur un artiste de cirque, Fabrice Champion, un film qui s'appelle Parade, qui était un trapéziste des Arceaux. Et en fait, Fabrice a eu un accident et j'ai commencé le tournage d'un documentaire, un film. Et ce tournage a duré longtemps, 7-8 ans, je pense. Et je pense que c'est au cours de ce tournage que je suis arrivé presque au spectacle, en fait, naturellement, en suivant Fabrice. Et quand Fabrice est décédé pendant le tournage, il y avait Mathias Pilet et Alexandre Fournier comme personnages de documentaire. Et on a décidé, en fait, de poursuivre cette exploration sur un plateau, et ça s'appelait Acrobate, un spectacle qu'on a fait avec Stéphane Ricordel sur la perte d'un mentor. Et donc en fait le documentaire, le film documentaire m'a emporté dans ce nouveau volume qui était l'espace scénique, et c'est en travaillant avec Mathias sur Acrobate, au fur et à mesure des discussions, voilà, on a parlé de son enfance et de sa naissance, et c'est comme ça qu'est né Tu, en fait. Et je crois que Tu était le dernier projet de documentaire que j'ai fait. Il se trouve que les 2 derniers documentaires étaient des documentaires sur scène, en fait. Je crois que j'avais fait le tour de la question de l'intime à ce moment-là, et voilà, donc mais un peu comme il se trouve que je travaille avec un acrobate, Mathias, donc, qui ne parle pas en scène déjà, donc tout passe par le corps. Et il y a à travers le corps, les mouvements, cette réalité comme ça immédiate, en fait, de l'attitude, la crainte, l'excitation et tout. Et travailler au plateau avec Mathias, c'est comme mettre en tournage, en fait, sur un film documentaire presque. Et un peu comme sur le travail qu'on peut faire sur un film, il suffit en cours de répétition, à partir d'une improvisation,
de capter tel ou tel élément documentaire en fait du mouvement qu'il est en train de réaliser, qui lui échappe parfois. Et à partir de là, à partir de différents fragments comme ça, essayer de voir quelle histoire on pourrait raconter et comment ce mouvement peut illustrer cette histoire. Donc c'est un peu un tournage permanent en fait pour moi, le travail que je fais avec Mathias sur ces deux spectacles. En tout cas, c'était comme un tournage permanent. Euh, même plus tard, quand le spectacle est exploité, on le modifiait en fonction de son évolution personnelle aussi par rapport à la thématique. Dantus, c'est la thématique de sa naissance, qui est une naissance dramatique. Mais au fur et à mesure, on a joué le spectacle pas mal de mois, quelques années. Et il a évolué aussi par rapport à cette thématique de la naissance où et on a essayé d'intégrer ça en cours de route, en fait. Donc, c'était comme une captation d'un témoignage en direct et son évolution, puisqu'on était tenu ni par un texte, ni par... on avait une totale liberté. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait, mais le témoignage à travers le mouvement, en fait, n'est jamais bloqué, il est en perpétuelle évolution en fait. Et je pense que là, la mise en scène consiste à intégrer ça, si on peut, en tout cas dans le travail qu'on fait, qu'on essaie de faire. Mais donc, Vous parlez à propos de ce spectacle. Oui, pardon. Pardon, vous parlez à propos de ce spectacle de cirque autobiographique, mais aussi de fiction documentaire. Donc, ce serait à la fois les deux. Et que parfois, la fiction naît de la réalité. Alors, comment vous avez tiré les fils de cette réalité pour les nouer à cette dimension universelle dont on parlait et qui va aussi faire écho chez le spectateur? Tout est fiction, en fait. Tout est fiction. Je rejoins Élise et Morgane sur ce. Tout est fiction. Tout est recréation, en fait. Et ce qu'a dit Élise m'a touché, c'est que l'essence même de ce type de projet, à mon avis, c'est de recréer une sensation plus juste, en fait, qui, à travers des artifices, arriver à recréer chez le spectateur une sensation qui sera assez proche, en fait, de ce qu'on a pu observer. Mais on ne peut pas nier les artifices, en fait. Tout est artifice. Mais ça l'est aussi dans un film documentaire. Tout est artifice. La façon dont on va filmer quelqu'un, la façon dont on va monter son image, rajouter telle musique et tout. Tout est artifice, mais au théâtre peut-être encore plus, mais c'est admis dans la mesure où on essaie à la fin quoi, de toucher quelque chose qui s'approche du réel et de ce qu'on a pu observer, de ce qui nous a touchés. Avec toujours cette dimension d'essayer de voir ce qu'il y a d'universel dans le récit qu'on est en train de rencontrer. Sur Tu, par exemple, je me souviens que j'ai plutôt raté le coche au tout début du spectacle, par exemple. La distance n'était pas la bonne. C'est-à-dire ? Et c'est Élise encore qui parlait de bonne distance. Non, je ne sais plus qui parlait de la bonne distance. Mais je crois que c'est Élise. Ouais. Mais cette distance, elle est fondamentale. Et le fait d'être bien placé par rapport au sujet qu'on raconte. Je pense que c'était trop frontal. Au début, sur Tu, je pense qu'on était trop frontal. Mais sans doute parce que dans la fabrication même, le sujet était très lourd. Quoi. Il y avait la mère de Mathias, il y avait Mathias. Et peut-être que je n'ai pas assez pris de liberté au départ, en fait, de mise en scène. Et alors, en cours de tournée, il faut que le spectacle tourne un peu. Heureusement, on retouche et on essaie de retrouver la bonne distance, le regard juste. Mais effectivement, cet endroit d'où l'on va placer le regard est essentiel. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi on a appelé ça un projet de cirque autobiographique. Parfois, il faut des étiquettes, en fait. Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est du cirque? Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est une fiction? Bon, en tout cas, la dimension autobiographique et la dimension du réel ne m'intéressent que si elle rejoint le collectif. C'est-à-dire et de plus en plus, quoi. La parole s'est beaucoup libérée, en fait. Et cette parole ne m'intéresse que dans la mesure où elle rejoint, c'est mon point de vue, où elle
finit par enrichir le collectif. Parce que ce qui me semble le plus en danger aujourd'hui, c'est la notion de collectif presque, que celle d'intime. Et ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans, où j'étais plus jeune, je voyais différemment, mais pour moi, tout doit nourrir l'idée du collectif à un moment donné. Et le collectif est fait de tous ces fragments et de ces différences. Mais maintenant, si je devais refaire des documentaires et tout, je pense que ce serait une obsession, quoi. En quoi l'intime doit nourrir le collectif, et en quoi c'est ce rapport-là qui me semblerait peut-être plus important encore aujourd'hui, dans une société où tout semble… Olivier Mérou, vous parlez de la juste distance, vous parlez de la forme, pour pousser plus loin justement sur cette question de la forme dans cette création, mais comme dans d'autres, hein, vous êtes donc en 3 dimensions sur le plateau par rapport aux 2 dimensions que vous pratiquiez dans l'écran de cinéma, et puis vous mêler justement à la fois des images qui sont tournées, et puis l'acrobatie, le mouvement. Quel est le statut pour vous de ces images? Est-ce que c'est ces images aussi qui apportent un autre regard, qui apportent de la distance, qui apportent la juste distance? Elles apportent un point de fuite, en fait. Et elles libèrent, quelque part, elles peuvent libérer la mise en scène théâtrale sur un plateau. Dans Acrobat, par exemple, pour moi, elles apportaient, c'était un point de fuite sur la nature réellement documentaire de ce qui s'était passé, de l'histoire qu'on racontait. Ce qui nous donnait une plus grande liberté ensuite au plateau, je trouve. Et on pouvait fictionnaliser peut-être plus librement. C'est toujours la bonne distance. C'est-à-dire que vous parlez de… J'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables, en processus de transformation quasiment toujours, sauf peut-être Saint-Laurent, en processus de… Et c'est ça qui me fascinait chez les gens que j'avais l'occasion de rencontrer et de filmer, c'était cette capacité qu'ils avaient de surmonter des choses a priori insurmontables, quoi. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens remarquables, quoi, qui avaient des témoignages extrêmement puissants. Et peut-être que si par exemple, dans Acrobat, où c'est le portrait de Fabrice Champion en creux, ça me permet… C'est pas tant un hommage, mais le fait de donner à voir ces fragments documentaires me libère par ailleurs d'une responsabilité, quelque part. J'ai l'impression que… Après, on peut mettre en scène, on peut un peu s'amuser sur scène, un peu faire joujou, quoi. Mais faut quand même dans ces spectacles documentaires et acrobatiques, hein, mais c'est bien d'avoir ce point du réel quand même à un moment donné toujours. Donc, il y a ce point du réel et cet espace du théâtre avec cet enjeu de trouver la distance. Élise Noireau, puisque vous en parliez tout à l'heure de cette recherche de la distance, vous avez une approche qui laisse aussi de l'espace, du jeu au sens physique, du jeu grâce à l'humour. Est-ce que c'est par cette entrée-là que vous avez justement cherché la distance pour que, comme vous le disiez tout à l'heure, se dégage quelque chose de commun à l'humanité, ou pour reprendre les mots d'Olivier Mérou, pour que ça puisse faire collectif? Oui, c'est sûr que l'humour, pour moi, c'est une forme de politesse, je crois, dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'inviter les spectateurs. Je produis des spectacles qui peuvent être assez noirs, ou en tout cas très sensibles sur, voilà, encore une fois, l'enfance, l'adolescence, etc. Parce que la question, moi, que je traque, c'est comment un individu se construit, en fait, comment il grandit, comment il devient à son être sujet, à son être adulte, à tout ça, et comment notre environnement, donc extrêmement proche, familial, mais aussi plus élargi, tous les gens qui nous entourent, contribuent à ça, façonnent ça, en fait. Et comment, quand on est enfant, puis ado, on est extrêmement perméable à cet environnement.
Et donc, il y a parfois il peut y avoir beaucoup de noirceur, puisque je traite de rapports familiaux et notamment d'un rapport mère-enfant qui peut être parfois complexe dans mes spectacles, douloureux en tout cas. Et je crois que effectivement, l'humour, en fait, le fait de traiter aussi des personnages qui sont drôles, mais aussi d'amener de la distance, en fait, même dans les scènes qui peuvent être un peu tragiques. Pour moi, c'est une manière de toujours laisser un choix au spectateur, c'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que mes spectacles, ils peuvent vraiment être pris à plusieurs endroits, qu'il y a des gens vraiment qui les prennent à un endroit vraiment de spectacle ou qui les font beaucoup sourire, voire rire sur, aussi le ridicule de l'enfance et de l'adolescence, et ces façons dont on a de se prendre beaucoup au sérieux quand on a 13 ans et demi, par exemple. Enfin, le deuxième s'appelle Pour que tu m'aimes encore, le deuxième spectacle, parce que Élise, donc, qui a 13 ans et demi, est fan de Céline Dion, puisque ça se passe dans les années 90. Et elle prépare avec ses amis une chorégraphie pour la fête du collège sur cette chanson de Céline Dion, et qui a vraiment traversé comme ça l'année 97, qui est un espèce de gimmick permanent. Et c'est des moments de la vie où c'est essentiel de faire une chorégraphie sur Céline Dion. C'est-à-dire que nous, avec notre regard d'adulte, tout ça devient un peu drôle, un peu ridicule, un peu... Voilà, mais en fait, il y a des moments de construction dans nos existences où ces choses-là sont absolument fondamentales. Où aller à la boum de Teddy, c'est vraiment très, très important. Et en fait, c'est ces endroits-là que j'essaie de trouver, quoi. Donc, d'amener à la fois cette distance du regard adulte qui fait que, bien sûr, ça devient drôle, mais aussi parce que c'est très, très touchant. Et en même temps, ce premier degré de cet âge-là de la vie où on est extrêmement vulnérable, et c'est ce qui fait, je trouve, sa splendeur, quoi. On oublie après quand on grandit, mais on est tous passés par là. Donc effectivement, l'humour, pour moi, c'est une manière pour les gens de leur laisser le choix, en fait. On peut vraiment y voir des spectacles légers qui traversent comme ça l'enfance, l'adolescence, ou aussi des spectacles à une dimension beaucoup plus tragique et dure sur comment on arrive ou pas à se construire. Et j'aime bien que les spectateurs aient le choix, en fait. Voilà. Alors, dans votre façon de témoigner, vous convoquez quand même beaucoup de personnages, puisque vous n'êtes pas que vous seul à prendre la parole, Élise. Et dans vos spectacles, vous croquez pas mal de personnalités, que ce soit mère, grand-mère, professeur, etc., etc. C'est aussi une façon de regarder le monde à travers vos yeux, donc de livrer aussi votre témoignage, pas uniquement sur vous, mais sur ce qui vous entoure. Oui, bien sûr, et puis de regarder le monde avec justement les yeux du personnage principal dans son enfance ou dans son adolescence. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, ce qui est très, très caractéristique de ces années-là de construction de l'individu, c'est qu'on est extrêmement dépendant des autres, on est extrêmement en regard et en absorption du monde qui nous entoure. Et du coup, rendre vie à toute une galerie de personnages, puisqu'effectivement, Bon, les 3 spectacles sont indépendants, mais il m'arrive maintenant de jouer la trilogie dans son intégralité, et ça fait un spectacle de 4 heures avec, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de personnages, du coup, en tout. Et en fait, cette espèce de multitude de personnages est une chose qui amène pour moi énormément de vie, de joie, et puis justement de connexion à quelque chose de l'enfance et de cette espèce de on ferait comme si qu'ont les enfants, ou pour créer des mondes et des univers en 2 secondes, il suffit de décider qu'on va jouer tous les personnages avec rien, et puis ce monde-là, il va exister. Et c'est une manière d'inviter les spectateurs à cet endroit aussi très joyeux, en fait, dans ces spectacles-là. Pour moi, il s'agit vraiment de connecter à la joie de l'enfance, à la fois dans les histoires qui sont racontées, mais aussi dans le geste lui-même, quoi, dans cette simplicité de geste avec une seule comédienne qui joue tous les personnages, quoi. Bon, moi, il est évident qu'un de mes grands points de repère, je ne vais pas dire modèle, mais en tout cas point de repère, c'est Philippe Cobert, qui a beaucoup, beaucoup fait ça sur scène. Et c'est vrai que cette espèce de côté très, très performatif pour l'acteur et pour l'actrice, bon, moi je le trouve génial. Enfin, c'est vraiment très, très jubilatoire à faire en tant que comédienne d'interpréter autant de personnages, et puis aussi tomber les artifices, en fait, quoi, de se rendre compte que si le contrat fonctionne avec les spectateurs, ça marche, en fait. Ça marche, ils sont d'accord. Dans Parking, Mathias Claes, il y a aussi beaucoup de personnages. On parlait donc de cette question de la forme, de la distance. Vous, votre travail s'est beaucoup porté sur le travail de la langue, sur également le dessin des personnages. C'était quoi votre recherche d'écriture pour trouver cette distance?
et faire de ce que vous aviez vécu, au fond, un viaduc d'échange avec les spectateurs. Alors oui, effectivement, sur Parking, il y a beaucoup de personnages, ils sont 17 à intervenir, joués par 6 interprètes. Le spectacle est divisé en 3 parties ou 3 actes, et à chaque fois, c'est un nouveau groupe de 5 à 6 personnages qui intervient, toujours en relation les uns avec les autres. C'est ça qui crée le côté fresque. J'avais envie de faire intervenir beaucoup de gens parce que le cadre fictionnel que je me posais, qui est la naissance d'une grève, je me suis dit c'est quand même pas mal si on fait une grève à plus que 2. Donc autant qu'on soit pas mal. Et aussi, si on veut parler en termes de témoignage de soi, c'est que moi, ce que je peux envisager, en fait, c'est que quand j'écris, c'est d'essayer de à la fois parceller mon identité, mes identités et mes questionnements, et de leur donner une distribution de façon à construire une fiction avec. Il n'y a pas que moi dans le spectacle, mais il y a quand même beaucoup de moi, mais séparés en plein de petits bouts, et ce petit bout-là devient ce rôle-ci ou est donné à ce rôle-là, etc. Et puis c'est comme ça que les choses naviguent et qu'il y a un dialogue qui peut se créer à travers mes différentes névroses et mes différents problèmes, ou les différents questionnements que je peux me poser. C'était aussi une manière, cette pluralité, ça me permettait aussi d'explorer à travers cette histoire de la langue, d'une langue de classe moyenne, plutôt du nord de la France ou de l'ouest de la France. C'était aussi d'aller plus précisément, chaque personne, sa manière particulière d'explorer cette langue-là et d'utiliser cette langue-là, et de tirer à moins gros traits que s'ils avaient été que 3 ou 4 à échanger. Là, avec 17 personnages, j'ai de l'espace vraiment pour travailler particulièrement la langue, les rythmes et les différents niveaux de langage qu'on peut avoir selon les personnes à qui on se passe. Bon, je dis des trucs qui sont tout bêtes, hein, mais cette pluralité-là, elle me permettait ça, et c'est ce que j'explore aussi dans les spectacles que je suis en train d'écrire en ce moment, et qui sont la continuité de Parking, parce qu'ils sont sur les mêmes questionnements. Et par exemple, sur cette question, mais là, je dévie un peu, mais de témoigner de soi en fiction et des identités, il y a quelque chose que j'ai assez peu mis en témoignage dans mes fictions, c'est mon côté un peu Didier Ribon à l'envers, c'est-à-dire que lui, il a beaucoup questionné la question gay, et finalement assez tardivement là d'où il venait, de son milieu social. Moi, j'ai fait plutôt l'inverse, j'ai beaucoup questionné mon milieu social et tout. Par contre, la question gay, je l'avais un peu mise de côté, et là, elle commence à apparaître, et je commence à trouver une manière de témoigner de ça chez moi, à travers des fictions, en y donnant le bon, bon, c'est un peu con, hein, mais les bons personnages, en la bonne situation qui me permet d'éviter de faire ma thérapie, comme tu disais, Élise, mais que ce soit pas du tout une thérapie, et que ce soit plutôt un questionnement politique à partir de mon intimité. Alors, dans votre projet de mise en scène, Mathias Claes, vous avez l'idée que ce spectacle se joue dans l'espace public, et d'une certaine façon, vous transformez les spectateurs en témoins, puisque il y avait le projet il y a le projet que les spectateurs puissent observer la scène familiale, qui est la première partie de votre pièce, puissent l'observer en tant que voyeur, c'est-à-dire depuis l'extérieur d'une maison, et observer par la fenêtre ce qui s'y passe. Donc là, il y a une sorte de renversement que vous opérez par la mise en scène du statut du témoin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, techniquement, on ne va pas forcément le faire souvent, ça. Mais il y a une volonté, en tout cas, là je rejoins ce que disait Morgane aussi sur l'expérimentation dans la rue, dans l'espace public, qui permet de mettre quand même les spectateurs et les spectatrices dans des situations un peu particulières. Et là, sur Parking, il y a une volonté de les mettre très fortement en tant que témoins, voire en tant que voyeurs sur la première partie. Donc, soit à travers une fenêtre, soit les choses se jouent très très loin, et puis il faut un peu épier pour voir ce qui se passe. Plus ça va, plus l'action se rapproche des spectateurs, pour finalement se passer fragmenter, éclater la frontière, et faire en sorte que les spectateurs et spectatrices soient à la limite d'être acteurs et actrices de ce qui est en train de se dérouler à la fin du spectacle. Donc, ce qui arrive aux personnages arrive aux acteurs, au public, enfin, aux acteurs forcément, oui. Mais... Et c'est ça qui vous intéressait, c'est-à-dire de pouvoir faire éprouver physiquement aux spectateurs cette posture du témoin plus ou moins autorisée, parce qu'en fait, bon, là, les gens sont a priori venus pour ça, mais
quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'une maison depuis l'extérieur, en général, c'est qu'on le fait de façon en catimini ou par effraction. Donc, c'était ce désir-là aussi de pouvoir amener à un niveau de conscience le spectateur de par sa posture physique, en fait, de là où il est placé, c'est-à-dire changer son regard physiquement. Ouais, peut-être sans avoir de point de vue moral dessus de l'effraction, plutôt de se dire via sa position, tiens, je suis vraiment en train d'observer de l'intime. Et finalement, au fur et à mesure de la pièce, je me rends compte que cet intime-là que j'ai observé et qui m'a fait rire, parce qu'il m'a fait penser à ma propre famille, à mes propres repas dominicaux, en fait, ça peut donner naissance à ce que je vois à la fin, c'est-à-dire des gens en lutte, et qu'il y a une dichotomie qui, à mon avis, n'est pas juste à faire. Il n'y a pas de schisme entre l'intime d'un côté et la lutte politique de l'autre. Il y a un continuum que j'avais envie de faire éprouver. Et puis de faire éprouver dans le corps ce que ça peut être la potentialité du collectif. Là, je rejoins ce que disait Olivier. Il y a cette volonté-là très très forte dans le parking et dans les pièces qui vont suivre de questionner le collectif et d'essayer de l'éprouver à travers la fiction. Que ça donne envie, en fait, que quand on applaudit, on n'a pas envie d'applaudir, on a envie que ça continue. Et de rejoindre le mouvement, c'est ça. Morgane Audouin, vous êtes donc aussi, vous, dans l'espace public. On parlait tout à l'heure de la déambulation, de la façon dont vous vouliez emmener le public à éprouver physiquement, à partager physiquement cette traversée que vous avez opérée, métaphoriquement plutôt, puisque vous n'avez pas traversé en 62 la Méditerranée, mais néanmoins, c'est ancré quelque part en vous. Donc, ce travail sur l'espace public, c'est justement la forme qui vous permet de relier ce petit monde au grand monde. Oui, ouais, c'est à la fois ce qui permet de lier ces deux mondes. Et c'est aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux choses importantes pour moi. C'est à la fois le rapport au public et de cette adresse directe, et dans la rue de pouvoir regarder les gens dans les yeux et les prendre par la main, leur toucher la joue, enfin, avoir ce rapport assez charnel qui permet aussi c'était Élise qui parlait d'une invitation. Moi, j'ai l'impression d'inviter aussi les gens chez moi, et ça se traduit aussi physiquement. Donc là, il y a à la fois ce rapport-là sensible au public, et puis le fait de pouvoir traverser ensemble et d'être dans, comment dire, dans ce fait de tout réaliser. Enfin, moi, en tout cas, dans ce spectacle, en tant qu'actrice, je réalise au présent tout ce qui est en train de se passer, tout ce que ça crée comme possibilité de réinterroger l'histoire. Et pour moi, ce mouvement, le fait à chaque fois de changer de point de vue, 3 fois en tout cas, dans une seule rue, permet vraiment ça. Ouais. Voilà. Et oui. Et vous utilisez aussi des matériaux sonores, puisque vous vous promenez avec une sorte de sonomobile qui fait différents arrêts. Et vous avez donc eu vous-même recours à des matériaux documentaires sonores. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de mise en scène? Eh bien, en fait, du coup, oui, pour parler de la mise en scène, j'ai travaillé à la fois sur l'écriture et sur la mise en scène avec Maya Rico, qui m'a vraiment, pour le coup, mise en scène, à qui j'ai livré mes idées, mes propositions. Et en fait, je lui avais fait écouter une fois une conversation que j'avais enregistrée de ma grand-mère et moi. Et on s'est dit que c'était que dans ce petit fragment-là sonore où on entend cette femme me parler que en arabe et moi lui répondre en français seulement, voilà, ça témoignait vraiment de tout ce parcours, en fait, à la fois politique et intime, de la barrière de la langue, des choses qu'on ne nous a pas transmises. Donc vraiment, ce matériau documentaire qui n'apparaît qu'à la toute fin, c'est un petit peu ce qui concentre toute cette histoire que je raconte, et le fait de pouvoir le faire entendre sur une place dans l'espace public. Enfin voilà, c'est aussi un hommage à cette grand-mère qu'on n'entend pas dans la rue d'habitude. Voilà.
Catherine Nogrette, on a beaucoup parlé tout à l'heure en introduction de cette question du vrai. Donc, on voit à quel point à la fois le vrai peut être un matériau de départ, mais qu'il est tiré vers la fiction dans cet espace d'illusion qu'est l'espace théâtral. Quand bien même l'espace théâtral est dans l'espace public, ça devient un endroit fictionnalisé. Et pourtant, on a le sentiment que le fait de savoir qu'au départ, c'est vrai, ça change quelque chose dans notre perception de spectateur. Est-ce que, justement, c'est l'un des usages du témoignage que de modifier aussi chez le spectateur cette perception-là, cette perception de la fiction? Oui, oui, bien sûr. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait une rupture dans l'ordre de la représentation. Alors, ce qui me frappe à entendre les différentes paroles sur les créations qui ont été faites par les uns et les autres, c'est vraiment l'extrême diversité des matériaux d'abord, de départ, hein, extrême diversité qui retentit aussi sur l'extrême diversité des formes, explorées pour témoigner de soi au sens large, c'est-à-dire de moi tel que ma famille m'a fait ou fait, tel que le passé m'a constitué, mon passé, le passé des autres, de ceux qui m'entourent, de ce que j'ai rencontré, etc. C'est là qu'on a effectivement cette rencontre entre le moi et le monde, même dans une sphère plus restreinte qui est la sphère familiale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, donc, une façon de restituer qui est à chaque fois extrêmement diverses, même s'il y a des constantes qu'on entend chez les uns et chez les autres, les notions de distance, les notions de bonne distance, je crois que c'est extrêmement important parce qu'entre le narcissisme stérile et l'espèce d'exposition généraliste, il y a effectivement une bonne distance, je crois que c'est le mot tout à fait juste qu'Élise a employé, qui a été repris par Olivier, etc. Mais ce qui fonde, à mon avis, peut-être cette croyance du spectateur, cette confiance, je dirais. Cette croyance, ça a été, enfin, je veux dire, c'est depuis l'aube du théâtre mimétique et illusionniste, c'est-à-dire qu'on veut faire croire. On veut faire croire que c'est vrai, on veut faire croire que ça s'est réellement passé, etc. C'est vraiment la base de tous les artifices au théâtre. Je dirais qu'ici, c'est plutôt de l'ordre de la confiance dans le fait que derrière tout l'appareil théâtral, tout l'appareil des artifices de théâtre, parce que même, on s'est beaucoup interrogé, je citais Yolande Mukagazana tout à l'heure, on s'est beaucoup interrogé justement sur son statut. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'est pas comédienne, elle raconte sa propre histoire, mais elle le raconte tous les soirs sur une scène de théâtre, et qu'on le veuille ou non, elle fait partie d'une représentation. Donc, quel est ce statut finalement et comment le perçoivent les spectateurs? Mais je pense qu'il y a cette notion de confiance qui est fondée en fait sur la perception d'une singularité. Parce que on a beaucoup parlé du rapport à l'universel, au collectif, au monde, au général. C'est vrai qu'évidemment, il faut que ça nous rencontre, nous, dans notre collectif, dans notre humanité, ce qu'on nous raconte sur scène, ce dont la scène témoigne. Mais je pense qu'il y a de l'autre côté une irréductible singularité de chacun, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que chacun est un individu singulier qui a une histoire qui le constitue, qui n'est pas celle de l'autre, qui rencontre celle des autres, mais qui n'est pas celle-là. Et je pense que ce qui est aussi au fond de ce témoignage de soi, c'est de faire trace, de faire mémoire et de transmettre cette singularité. Parce que cette singularité, elle est constitutive
de notre humanité, elle est constitutive de notre monde, de notre communauté. Et je pense que s'il y a cette singularité, s'il y a cette vérité, cette authenticité de cette singularité, il y a cette espèce de confiance, de pacte de confiance peut-être qui s'établit au-delà de toutes les distances, à travers l'humour, à travers les artifices, à travers la fictionnalisation ou pas. Hein. Mais il y a quand même, et c'est en tout cas, je pense, ce qu'on recherche aussi dans la fiction. C'est-à-dire, il y a une curiosité de l'autre, il y a une curiosité de ce que vivent les autres, de ce que ressentent les autres, de ce que sont les autres. Vous voyez la mode des biopics. C'est pas un hasard, c'est-à-dire je cherche ma propre identité, j'essaye de la comprendre, de me comprendre au milieu des autres, et donc peut-être que de connaître ce qu'ont vécu les autres, de connaître leur intimité, va m'aider à me comprendre moi-même. Donc il y a cette curiosité, et je pense que le vrai, s'il y a un vrai quelconque, il est dans la vérité de cette expérience singulière qui se dit de toutes les façons possibles. Hein, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de cette expérience du témoignage de soi. Alors, vos propos résonnent pour moi particulièrement fort avec ce que je connais du travail d'Olivier Mérou. Est-ce que vous voulez réagir justement sur cette notion de singularité? Parce que c'est aussi ce que vous évoquiez, les personnes que vous avez rencontrées, avec qui vous avez cheminé, sont des personnes qui ont une expérience très singulière, qui ont rencontré une adversité particulière et qui ont surmonté dans leur chemin de vie ce qui était cette très grosse difficulté. Donc, il y a quelque chose de cette singularité qui semble aussi au cœur de votre travail, c'est-à-dire arriver à la saisir, cette singularité. Micro. Il faut que tu ouvres ton micro. Bon, à chaque fois. Je pense pas qu'on fasse du documentaire pour rien, en fait. J'aimerais dire qu'au départ, c'est hyper généreux, hyper ouvert sur le monde et tout, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la recherche personnelle assez en fait, je pense que je cherchais chez les autres, chez les gens que j'ai pu croiser, avec qui je suis resté parfois très longtemps, à répondre à des questionnements que je devais avoir et dont j'étais conscient ou pas tout à fait conscient encore à l'époque. Donc effectivement, c'est d'abord. Et sur la durée, ça devient un vrai échange avec les gens que vous filmez, par exemple, même avec Mathias Socatre. Il y a un dialogue et quelque part, dans cette aventure commune de l'instant, ce projet d'un film ou d'un spectacle, il y a un échange qui sert et l'un et l'autre, en fait. Je pense qu'on est à la recherche de réponses, sans doute. C'est pas aussi concret que ça. Je suis pas arrivé avec 10 questions auxquelles je voulais avoir une réponse, mais effectivement, comme des questionnements qui étaient vraiment liés à la vie, au tragique de la vie et tout, je pense. Je crois que c'était mon moteur, c'est pour ça que j'ai rencontré sans doute les gens que j'ai pu filmer, avec qui j'ai pu travailler. Et en même temps, en retour, je me suis aperçu que parce que je faisais j'étais documentariste, donc j'étais là pour essayer de récupérer les paroles, de recréer des situations. Quelque part, je me suis vite aperçu, notamment avec Fabrice aussi, des Arceaux, que ces films-là et ces projets les aidaient aussi à leur tour. Donc il y avait cet échange où le projet qu'on avait en commun, en fait, me permettait sans doute d'avancer égoïstement sur mes questionnements personnels, mais également permettait à mes interlocuteurs de cet instant-là de trouver une barque qui leur permettrait de passer peut-être un cap, de rentrer de nouveau en contact avec le monde extérieur, parce que dans les grandes tragédies, en fait, on est tellement isolé qu'il y a besoin de recréer des passerelles avec le monde extérieur, et je pense que ces projets-là leur permettaient ça. Donc il y avait cet échange, en fait, donc c'était... donc quelque part en creux, c'est peut-être effectivement
un documentaire sur moi-même, en fait, tous les films que j'ai pu faire, en creux, mais c'est en vieillissant que je me rends compte de ça, quoi. Mais, mais donc, il y a quelque chose d'assez magique et vraiment, encore une fois, de l'ordre du collectif. C'est-à-dire que le projet que vous avez, là, contrairement à Morgane, par exemple, c'était pas mon histoire et tout, le projet que vous avez, dans mon cas, c'est pas moi, en fait, et c'est pas les gens que je vais rencontrer non plus, c'est l'espace commun qu'on aurait été capable de bâtir ensemble, en fait. C'est et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là où il y a transformation et du metteur en scène, quelque part, et de la personne sujet, qui devient très vite acteur. Mais, mais c'est cette notion de rencontre qui est essentielle, en fait, pour moi. Et je pense que le témoignage devient intéressant quand il y a cette rencontre-là, quand il y a une modification. C'est comme l'amour, en fait. C'est le regard de l'autre va éclairer chez vous des choses que vous n'ignorez pas forcément, mais va les éclairer et vous allez apprendre à, je sais pas, vous allez être un peu plus complet, vous allez apprendre un peu plus de choses sur vous-même et sur votre lien aux autres. Donc le témoignage, l'intime, me semble intéressant, quoi, c'était mon moteur, dans ce cadre-là, en fait. C'est explorer l'intime pour en sortir le plus vite possible, en fait, et retrouver les autres. Ça voudrait dire que témoigner de soi, c'est témoigner de ses questionnements, pas forcément de son vécu, mais de ses questionnements, les questionnements qu'a soulevé le vécu, et que ces questionnements, c'est le territoire de la rencontre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est là où il y a quelque chose, mais j'essaie toujours de mettre au clair assez vite, d'un peu malsain, en fait. Je me souviens, je sentais vraiment le côté malsain lorsque je démarrais un film, en fait. C'est quand même très... Les motivations sont très obscures. Comment vous allez proposer à quelqu'un de rentrer dans sa vie avec une caméra, un micro, pour aller piocher des fragments du réel et de sa chair, finalement. Et donc, la façon que j'ai trouvé, moi, de me mettre un peu plus au clair avec ça et de pallier mon mal-être par rapport à cette question et ma culpabilité, c'était vraiment que tout soit hyper clair. Donc, ce travail-là, je continue de le faire avec Mathias, quoi, là, pas actuellement parce qu'on fait plus de la fiction, et encore quand même dans la fiction, il y a du docu, mais c'est toujours être hyper au clair avec la personne avec qui je vais faire un projet, sur les questions de mise en scène, le pourquoi du comment, quand c'est un film, pourquoi ce cadre-là, à quelle distance, pour ne pas prendre le risque que cette ambiguïté devienne un vrai problème, quoi, que tout soit hyper clair et donné dès le départ pour chacun d'entre nous, en fait. Parce que vous avez cette responsabilité, en fait, quand vous transmettez la parole. C'est une énorme responsabilité, a fortiori quand vous arrivez déjà sur un territoire qui a été éprouvé largement. C'est une grande responsabilité, en fait, de ne pas créer des dégâts supplémentaires à des situations parfois déjà difficiles. Donc, et là, encore une fois, c'est vraiment la force du collectif. Ça devient un projet collectif, ce qui ne retire rien à chacun, en fait, mais c'est juste quand ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas toujours, mais quand ça fonctionne, c'est un moteur incroyable, en fait. Le témoignage dépasse sa propre utilité. Il touche quelque chose de plus large encore, quand ça arrive. Hein, Pour rebondir sur les propos d'Olivier Mérou, est-ce que justement cette question du partage des questionnements, c'est plus que du vécu au fond? Est-ce que c'est ça qui vous a éclairé dans votre chemin d'écriture, de votre chemin de création, que ce soit Élise, Morgane ou Mathias? Ok, j'y vais. Oui, je pense. Et moi, c'est aussi parti d'un constat très personnel qui était que je me rendais compte, et c'est là où je rebondis un peu sur ce que tu disais, Olivier, aussi, je me rendais compte que j'étais très en appétit pour toutes les productions de l'intime, en fait, que ce soit en
théâtre, mais aussi en cinéma, en littérature, en essai. Enfin, tu parlais de Héribon tout à l'heure, en bande dessinée. Enfin, beaucoup de supports en fait artistiques que j'aime. Je me rendais compte que spontanément, j'allais chercher à des endroits d'intime en fait, parce que je crois que je cherchais à ce que, en parlant de soi, en parlant d'eux-mêmes, les artistes me parlent de moi en fait. Et une fois que je me suis bien rendu compte de ça, en plus j'ai fait un mémoire dessus, que je me suis dit bon ça va, il y a des gens qui le font, c'est bien, quand ils le font ça me parle, donc ça valide un peu cette hypothèse que j'avais de l'endroit de l'universel. Je me suis dit bon bah ok, je crois que j'ai le droit de le faire, que c'est ajusté et que je vais essayer d'aller effectivement en répondant à mes questions, peut-être trouver un endroit de rencontre avec les autres, ouais. Morgane, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous parle? Le partage des questionnements, c'est ça. Oui, et je crois que, enfin, comme moi aussi je suis pas, enfin, je suis dans une écriture qui est très simple et pas littéraire, on va dire quelque chose de très direct, d'oral. Tous ces questionnements en fait qui m'agitent dans ce spectacle et que je partage aux spectateurs, à chaque fois, c'est des moments d'ouverture et de comment dire, d'un moment donné, de silence. Enfin, toutes les questions que je pose dans mon spectacle, et je les pose vraiment aux spectateurs et à moi-même. Qu'est-ce que ça fait de quitter son pays de voir son pays pour la dernière fois? Et là, les spectateurs sont en deux rangées avec une rue qui les sépare et ils se regardent. Et voilà, ça ouvre cette question au présent. Et je crois que moi, j'ai cherché à faire ça, à ouvrir ces questions, voilà, à les faire exister là, dans la rue et avec tout ce qui peut nous entourer, les gens avec qui on est, se regarder et se poser les questions ensemble, parfois dans le silence. Voilà ma réponse là-dessus. On parlait tout à l'heure du vrai. En même temps, quand on parle d'autobiographie, d'autofiction, on le désigne, ce vrai. Donc, ça veut dire qu'on va indiquer au spectateur que c'est pas complètement de la fiction, mais il y a du réel. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça influe sur la réception. Comment est-ce qu'on en joue de ça, justement, quand on travaille dans l'écriture? Matthias Kleiss, vous parliez tout à l'heure de transformer les spectateurs en témoins d'une scène vraie, parce que ça se passerait à l'intérieur des maisons. Donc, ça influe sur ce que vous voulez, sur la façon dont on le raconte, puisque quand on va au théâtre, on se dit, bon, on va avoir une histoire, c'est une fiction, c'est une histoire. Là, c'est un petit peu différent, parce qu'on arrive et on nous dit, non, mais c'est une histoire vraie. Donc, ça change quand même quelque chose, ou pas? Non, nous, on ne dit pas du tout que c'est une histoire vraie, hein. La fiction, elle est très assumée. Après, même si c'en était une, par exemple, moi, j'ai joué un spectacle d'autofiction pour le coup, qui s'appelait Awake, qui là était normalement tout vrai. Moi, j'ai toujours estimé que l'espace du plateau ou de la littérature, c'était un espace de mensonge qui était débarrassé de la question morale. Où c'est très assumé que tout peut être potentiellement faux et c'est pas le problème. L'important, c'est la réalité de ce qu'on ressent et de ce qu'on reçoit. Donc, ouais, après, je cherche à m'approcher, mais ce qu'on a l'air de faire un peu tous et toutes, s'approcher du réel dans sa perception, c'est-à-dire avec tous les artifices, etc., en assumant que c'est pas une histoire vraie. N'empêche que ça, là, moi, dans la scène de famille, je cherche à faire tellement vrai au niveau de comment ça se parle, qu'effectivement, on joue sur cette espèce de frontière-là en se disant, putain, ça ressemble vraiment beaucoup, quoi. Mais l'idée, c'est que ça ressemble, c'est pas que ça soit. Et que ce soit quand même très clair qu'on a eu un billet de théâtre et tout, et on n'est pas en train d'être piégé sur un faux réel où on est dupe de quelque chose. Non, personne n'est dupe, c'est faux ce qui est en train de se jouer. Mais ça a l'air d'être vrai, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est cette espèce d'état où on sait qu'on peut ressentir des choses, mais Catherine parlait de catharsis, et bon, je ne sais pas si c'est forcément une définition juste que je vais donner, mais c'est aussi la possibilité de ressentir des choses sans être mise en danger vraiment soi-même, c'est-à-dire on est quand même sur cet espace-là où
où c'est bon, c'est faux, quoi. C'est faux, on est ensemble, tout va bien et tout. Et je peux chialer ma race parce qu'il y a une mère et une fille qui sont en train de se déchirer parce que je sais dans le fond que c'est pas exactement le cas. Et donc, je suis tout à fait libre des émotions qui me traversent, quoi. Et là, pour le coup, ça devient réel. Enfin, c'est ça qui devient réel, c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est l'émotion qui est réelle. Ouais, et c'est Mathias qui vient de noyer un gros poisson, là aussi. Et oui, Ça change l'émotion, quand elle est même réelle. quelque Ouais. chose, le fait que vous soyez, vous interprétez, vous soyez vous-même en scène, que ce soit Morgane ou Élise. La personne qui est en scène, c'est pas une comédienne qui joue Élise, c'est pas une comédienne qui joue Morgane, mais c'est Morgane et Élise. Comment est-ce que vous appréhendez cette dimension d'être à la fois l'auteur et l'acteur qui est sur scène et qui raconte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette médiation par un comédien ou une comédienne. Tu veux y aller, Morgane? Okay. Morgane, allez à vous. Moi, je dirais que la position pour moi, je suis Morgane qui joue avec ce qu'elle est. Voilà, et donc m'ouvrir la possibilité du décalage, et Élise parlait de l'humour, et voilà, pour moi c'est important ça aussi, de ne pas être, c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler avec la metteuse en scène là sur ce spectacle, c'est de ne pas être, de laisser l'émotion au spectateur, quoi, de ne pas être affecté par cette histoire qui devrait être vécue de manière douloureuse. Au contraire, c'est d'être dans cet appétit de raconter et de partager pour passer brutalement de quelque chose de tragique, et bim, la seconde d'après, je me transforme en galette et je frie, et j'invite les spectateurs à frire. Ça part, voilà, c'est comment à chaque fois ça bascule. Et ça aussi, je pense, à la fois une question d'écriture et de jeu, d'interprétation, quoi. C'est un équilibre entre les deux, je dirais. Et vous, Lise, le fait d'être Élise sur scène, qui donc se raconte d'une certaine façon, même s'il y a beaucoup de fiction, d'autofiction. Oui, moi, c'est Élise à différents âges de la vie, donc c'est pour le coup très clair que c'est jamais moi. Maintenant, en tout cas, l'adulte que c'est aujourd'hui. Pour autant, c'est un personnage, en tout cas, inspiré de moi à différents âges. Je pense que, Catherine, au début, parlait de quelque chose de disruptif, je crois que tu as dit, dans le fait de témoigner, c'est-à-dire quelque chose qui provoquait quand même un suspens, quelque chose de différent dans le temps de la représentation, quelque chose qui décale, en tout cas. Et c'est sûr que moi, je dis pas aux spectateurs, vous allez voir ma vie sur scène. J'assume par contre dans la présentation des spectacles, dire ce sont des spectacles qui sont inspirés de mes souvenirs de jeunesse, de manière large, disons. Et par contre, ce que je note, c'est que oui, pour les gens, c'est important. C'est-à-dire que même si moi, j'essaie de toujours de m'en préserver, de dire c'est vrai mais c'est faux, c'est mon histoire, mais presque peu importe, ça n'est pas très intéressant, ce qui est intéressant c'est que ça touche les gens, tout ça, non. Je me rends bien compte qu'en fait, quand même, il y a quelque chose qui passionne les gens dans le fait que ce soit inspiré de mon histoire. C'est-à-dire que pour les spectateurs, le fait que je raconte ma jeunesse sur scène, et surtout et notamment que je joue un personnage qui est inspiré du personnage, de la personne de ma mère, mais évidemment tout ça est travaillé dans la fiction, donc après où sont les limites, même moi je ne le sais pas forcément, mais en tout cas ça n'est pas un documentaire du tout sur ma mère, c'est une écriture d'un personnage qui est inspiré de ça. Ça perturbe énormément les gens, et vraiment ils en parlent beaucoup, et donc je me dis, là il y a quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'en fait pour moi, parce que c'est vraiment une question qui revient. Mais alors, ta mère, elle l'a vu, ça va, comment ça se passe? Alors, attends, mais du coup, c'est vrai, c'est ton histoire, mais attends, ça s'est vraiment passé comme ça, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, OK, en fait, les gens parlent d'eux quand ils me posent ces questions-là. C'est-à-dire que pour moi, ils sont face à cette espèce de gros tabou, quand même, je pense, qui est de mettre les mains dans la famille, mais de les mettre vraiment, en se planquant pas, en y allant vraiment, en assumant après que tout ça est fictionnalisé et réécrit en fait, mais d'y aller. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose de profondément
subversif en fait dans ce geste, dans oser écrire à partir de ça, oser jouer un personnage qui est inspiré de sa propre mère, oser mettre ça sur scène et que ça provoque quelque chose pour les gens, quoi. Et du coup, je trouve ça super parce que je me dis, j'ai l'impression qu'au-delà du spectacle lui-même, de son contenu qui les a émus ou pas, intéressés ou pas, fait rire ou pas, peut-être ennuyés ou pas, j'en sais rien. Par contre, ce geste-là en lui-même, il provoque quelque chose. Et pour moi, il provoque le fait de dire qu'on a le droit de faire ça, en fait. Et qu'on a le droit de faire récit à partir de la famille et que personne n'en meurt. Et c'est bien de le savoir. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, mais sans doute pas tous, puisqu'il y a des questions qui nous sont arrivées par le live Facebook. Dorothée Burillon, vous êtes, comme on dit, en direct avec les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous retransmettre les questions qu'ils se posent et auxquelles voilà, on va tenter d'apporter une réponse dans le petit quart d'heure qui nous reste? Oui, alors on a une question qui est une question pour Élise. Comment travaillez-vous sur l'écriture en mélangeant la fiction et la réalité d'un texte, d'une histoire réaliste concernant votre vécu? Est-ce que vous travaillez plus sur le réel ou sur la fiction? En fait, quand j'écris mes spectacles, bon après ma démarche de travail, elle s'est évidemment affinée au fil du temps puisque le premier spectacle a vu le jour il y a 9 ans, donc mon processus de travail quand même, voilà, c'est un peu précisé, mais en tout cas, je commence par vraiment travailler de manière très kaléidoscopique sur les questions que j'ai envie d'aborder, les personnages que j'ai envie de voir, les scènes que j'ai déjà en tête, et j'écris comme ça plein de morceaux comme un espèce de puzzle. Sans trop m'encombrer, je dois l'avouer, encore une fois, la réalité et la fiction. Je reviens toujours à cette notion de sensation, c'est-à-dire pour moi l'enjeu c'est, quand j'ai travaillé sur l'adolescence par exemple, voilà, je voulais retranscrire la sensation de qu'est-ce que c'est pour la première fois partir en voyage scolaire, pour la première fois quitter son village natal, pour aller dans un pays étranger, qu'est-ce que c'est comme ça, cette sensation d'aventure extrêmement puissante qu'on peut vivre à ce moment-là, qui encore une fois avec les yeux de l'adulte est mineur. Mais en fait, quand on est une enfant voilà, du Poitou-Charentes, qu'on a 9 ans ou 13 ans, qu'on n'est jamais parti de son village spécialement et que d'un coup, on va faire un voyage, qu'est-ce que ça provoque en fait? Et donc, c'est ça que je traque, c'est plus cette sensation-là. Et puis après, j'y additionne les outils, oui, de la fiction en fait. Donc, c'est toujours un dosage entre les deux, mais toujours en essayant surtout de traquer qu'est-ce qui sonne vrai en moi en fait. Je ne sais pas si je réponds. Dorothée, est-ce que nous avons d'autres questions? On a une question, alors je ne sais pas à qui elle s'adresserait et si quelqu'un veut s'en emparer. Une question qui concerne un autre auteur dont on parle beaucoup en ce moment. Et on demande en fait comment ce débat s'articule avec le travail d'Emmanuel Carrère. Peut-être que Catherine Nogret saurait répondre. Non, de yoga qui a fait d'ailleurs polémique, hein, puisque sa compagne s'est reconnue et a souhaité qu'il y ait des coupes dans l'ouvrage. Mais là, je crois que la question est très, très précise et peut-être un peu trop précise pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? non, par contre, ce qui est intéressant, si je peux dire, c'est que justement, ça nous amène à aborder peut-être un point qu'on n'a pas encore abordé, peut-être un petit peu aussi, parce qu'évidemment, par exemple, la question posée à Élise, comment votre maman a pris ça, enfin, etc., c'est l'idée que mon intimité, évidemment, croise, inclut celle d'un certain nombre d'autres personnes et que je ne peux... Est-ce que c'est possible même de pouvoir parler uniquement de soi? Enfin, on parle toujours quand même d'un certain nombre d'autres. Et il y a
je crois que c'est Olivier qui parlait de responsabilité. Il y a effectivement quand même une part de responsabilité ou en tout cas un souci de soi, mais souci des autres quand on se met en scène, quand on travaille sur son fort intérieur. Et donc, quelle est la marge de liberté? Est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce qu'on peut parler de tout le monde? Ou bien est-ce qu'il y a un certain nombre d'interdits ou tout au moins, ou alors d'éléments qui sont obligatoirement fictionnalisables, enfin qu'il faut transformer obligatoirement. Je voulais juste citer Artaud avant que le débat ne se finisse, parce que j'aime beaucoup cette citation, quand il dit « Je suis le seul témoin de moi-même ». Alors, ça, quand je parlais de singularité, c'est ça, je suis le seul témoin de moi-même, mais moi-même est quand même aussi en lien, je ne peux pas couper, isoler moi-même d'un certain nombre d'autres. Et donc, comment se fait le partage? Comment se fait le partage? Ça, c'est une question que vous, les créateurs, vous pouvez peut-être traiter. Moi, je veux bien... pardon. Je vous en prie, allez-y. Pour moi, vraiment... Cette question, elle se résout à l'endroit vraiment d'assumer tranquillement la notion de subjectivité, quoi, et de subjectivité du récit, de subjectivité de la parole, de subjectivité du regard. C'est-à-dire que moi, dans mes spectacles, je ne parle pas des autres personnages, je parle de comment Élise, qui donc est le personnage central, les perçoit. C'est-à-dire comment on voit toujours les personnages à travers son propre regard. Il est évident que le regard d'un enfant ou d'un jeune ou d'un ado, comme moi je le traite dans mes spectacles, sur les adultes qui l'entourent, est démultiplié parce qu'il est extrêmement sensible, en fait, et que l'enfant ou l'ado est un être en devenir, pas terminé. Donc la puissance de l'image des autres est très très forte pour lui. Et je pense que voilà, pour moi, il n'est jamais question de parler d'autre chose en fait que du regard de mon personnage sur les autres personnages. Il n'est pas du tout question de tisser des portraits en fait. Mathias, une réaction? Ouais, parce que je trouve ça intéressant comme question sur la question de la responsabilité, effectivement, et des ricochets de soi vers les autres. Moi, ça, je le règle quand, si pour des spectacles qui parlent de moi ou qui parlent des personnes qui me sont proches, en fictionnalisant tout le temps une partie du portrait de l'autre, de manière très volontaire. C'est-à-dire, il y a une partie vraie et puis une partie carrément fausse qui n'a rien à voir. Je brouille les cartes, quoi. Après, ce qui est drôle, c'est que moi, il y a des gens de ma famille qui se sont reconnus dans des choses qui ne parlaient pas d'eux, mais qui étaient persuadés, hein, mais vraiment, ah, ça c'est moi. Non, mais que dalle, pas du tout ça, non. Et qui étaient absolument persuadés, qui disaient aux autres du public, ça c'était moi. Ça, c'était mon histoire, mais alors qu'il n'y avait absolument rien à voir avec eux. Donc de toute façon, et ça, je trouve ça soulage un peu. En fait, je raconte pas juste parce que c'est mignon, mais aussi parce que ça soulage de toute façon, si on fait, je pense, notre travail honnêtement, toute personne peut récupérer une partie de la chose et se l'approprier ou se reconnaître dedans et savoir que c'est pas que soi, c'est comme tu dis, Élise, c'est soit à travers un prisme, c'est son image projetée via le prisme de quelqu'un d'autre et que donc tout va bien, quoi. Personne n'est dupe, encore une fois. Il n'y a pas de trahison si les choses sont bien faites. Oui, si on pense qu'on est en train de trahir quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas le faire, quoi. Ouais, complètement. Je pense aussi que ça en revient à la question de la distance, c'est-à-dire que quand on fait ce genre de spectacle, parce que justement on n'est pas au clair par rapport à son histoire personnelle, et que donc la scène est le lieu d'une forme de vengeance, en fait, en tout cas d'une prise de parole par la violence, pour comme ça écraser l'autre d'un récit. Moi, je ne sais pas, j'ai pas lu le bouquin de Carrère, mais en tout cas, il doit y avoir un endroit qui n'est pas ajusté. Je veux dire, s'il y a des réactions comme ça, c'est qu'il y a un endroit qui n'est pas tout à fait clair, peut-être. Et je sais pas, moi je pense que si la distance elle est bonne, la distance elle permet la prise en compte de la complexité des êtres, quoi. Et voilà, encore une fois, moi mes spectacles parlent beaucoup du rapport mère-fille, mais ça m'arrive très très souvent de voir des couples mère-fille dans la salle qui vraiment se tapent du coude comme ça en se disant oh là là, c'est toi.
parce que ça parle d'elle, quoi. Et moi, j'ai un ami, par exemple, évidemment, dont je tairai le nom ici, mais qui a un rapport très, très compliqué avec sa maman. Parce que, je le sais, il m'a beaucoup, beaucoup raconté comment était cette mère-là. Et cette mère-là est venue voir mon spectacle. Et en sortant, elle m'a dit, tu nous as rappelé qu'on est tous l'enfant de quelqu'un. Et donc, pour elle, ce spectacle-là lui a parlé de sa propre mère. Et elle ne s'est pas du tout reconnue dans ce personnage de mère, alors que son fils m'a dit, bon, bah, là, vraiment, ça m'a parlé beaucoup de ma mère. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que chacun peut le prendre. Et pour moi, un spectacle qui parle vraiment de ça. On est tous l'enfant de quelqu'un. On ne devient pas tous le parent de quelqu'un, mais par contre, on est tous l'enfant de quelqu'un. Et voilà. Et même mes parents sont l'enfant de quelqu'un. Ça fait un beau mot de la fin. On est tous l'enfant de quelqu'un. Nous allons voilà, pouvoir continuer à cheminer avec ces mots-là. Je crois que nous avons épuisé notre temps. Je voulais vous remercier, Morgane Audouin, Élise Noireau, Mathias Claes, Catherine Ogrette, Olivier Mérou, remercier toute l'équipe d'Arsena, toute l'équipe de la SACD d'avoir rendu possible cette rencontre. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas réduits au silence. Donc, nous continuons avec plaisir ces rencontres que vous retrouverez donc sur les sites internet et de la SACD et d'Arsena. On vous donne rendez-vous pour les 2 prochaines rencontres qui sont dédiées à cette question, le témoignage du témoignage. La prochaine fois, nous parlerons de la collecte de paroles intimes. Donc, ce sera vraiment dans la continuité de ce que nous avons pu évoquer aujourd'hui. Et puis, nous parlerons aussi de témoigner de l'histoire. Ce sera le 3e volet de ce cycle-là qui aura donc lieu en 2021. Et on espère bien qu'on pourra se voir en vrai, faire autre chose que des cafés Zoom. Et donc, même si c'était un plaisir de pouvoir discuter, encore une fois, on arrive à passer cette adversité tous ensemble, en collectif, eh bien, voilà, on espère qu'on pourra le retrouver en présentiel, le plaisir de discuter ensemble. Merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi.